Votre rendez-vous avec le 19h de Public Sénat, une demi-heure pour faire le point sur l'actualité politique et parlementaire avec bien sûr les prolongements des débats du jour avec nos invités. Ils seront 4 ce soir. Mais tout de suite, voici les titres de l'actualité, les titres de ce lundi 30 août. Entre démantèlement de camps illicites et expulsion pour menace à l'ordre public, le gouvernement maintient sa politique vis-à-vis des Roms. Le ministre de l'Intérieur dénonce, statistiques à l'appui, la progression spectaculaire de la délinquance roumaine. En phase avec la ligne sécuritaire du chef de l'État, François Fillon fait néanmoins entendre sa différence pour que la droite retrouve la mesure, mais le PS accuse le Premier ministre de parler comme Le Pen. Le décès du réalisateur Alain Corneau, qui avait exploré bien des genres cinématographiques, il était aussi venu défendre avec force la loi Hadopi sur notre plateau. Bonsoir à tous. Tout en se défendant de stigmatiser telle ou telle population, Brice Hortefeux dénonce ce soir la délinquance roumaine à Paris, une hausse de 259% précisément en 18 ans dans la capitale, Flora Sauvage. Brice Hortefeux persiste et signe. Lors d'une conférence de presse cet après-midi, le ministre de l'Intérieur a affirmé que les actes de délinquance perpétrés par des Roumains à Paris avaient augmenté. Une manière de justifier la politique d'évacuation des Roms menée par le gouvernement. Sur l'année 2009, les actes de délinquance commis par des individus de nationalité roumaine ont augmenté de 138% pour la seule ville de Paris. Ils ont encore augmenté de 51% pour les 6 premiers mois de l'année 2010. C'est-à-dire que si l'on prend la base 100 en 2009, cela représente une augmentation de 259%. Dans son intervention, le ministre de l'Intérieur en a aussi profité pour tacler la première secrétaire du PS. D'après lui, la maire de Lille, Martine Aubry, aurait pu arrêter l'évacuation du camp de Roms à Lille qui a eu lieu jeudi dernier, mais elle ne l'a pas fait. Au-delà des postures idéologiques qui sont des postures assez faciles, il y a le principe de réalité qui l'emporte toujours. Il y a donc la Martine Aubry de Lille la semaine et le week-end la Martine Aubry de La Rochelle. Molière avait très bien écrit que l'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode partent pour vertu. Depuis le 28 juin, 128 campements de Roms ont été évacués d'après le ministère de l'Intérieur et 977 Roms ont été expulsés dans leur pays d'origine. Et Monseigneur 23 sera reçu demain par Brice Hortefeux après ses critiques. Bernard Kouchner, mal à l'aise, il le confie sur la question des Roms, hésite à démissionner. Il en a évoqué ce matin l'hypothèse chez nos confrères de RTL. La gauche invite à le faire avant d'être viré par Sarkozy, dixit Jean-Christophe Cambadélis. Un autre ministre s'est montré ouvertement critique sur la sécurité. Ses discours de haine et de bouc émissaire, dit-il, c'est Hervé Morin. François Fillon annonce qu'il s'expliquera avec le ministre de la Défense qui semble sur le départ. Mais c'est à un échange à distance entre le Premier ministre et le porte-parole du PS que l'on a assisté aujourd'hui. Nous sommes dans une société qui est violente. Et nous sommes dans une société qui est d'autant plus violente que il y a dans cette société un brassage d'hommes et de femmes qui ont des origines culturelles différentes, qui n'ont pas les mêmes repères, qui n'ont pas les mêmes traditions. Et notre rôle, c'est d'arriver à faire en sorte que l'ensemble de ces populations s'intègrent. Et elles ne peuvent pas le faire dans un climat de violence. Et c'est normal que nos concitoyens nous réclament de durcir la lutte contre l'insécurité. Qu'aujourd'hui, le Premier ministre de la France fasse lui-même le lien désormais entre violence de la société française et brassage de cultures différentes, c'est exactement, je le dis avec des mots choisis, sans doute d'une manière beaucoup plus hypocrite, mais exactement la même chose que Marine Le Pen quand elle associe carte de la sécurité et carte de l'immigration. Propos de Benoît Hamon recueillis par Élisée Cardy. L'animateur de l'association de soutien Rome Europe, André Gachet, sera avec nous tout à l'heure. Ça se précise entre la mairie de Paris
et Jacques Chirac. L'UMP est prête à prendre sa part dans le remboursement des emplois fictifs lors du vote du protocole d'indemnisation. Dans quelques semaines, les élus UMP de Paris devraient donc unir leur voix à celle des socialistes. Le Front du refus étant formé par les Verts qui dénoncent à nouveau aujourd'hui un déni de justice. À noter que Manuel Valls, pour le Parti socialiste, se dit gêné par cet accord. Jean-Pierre Mignard, l'avocat de la mairie de Paris, sera notre invité demain. L'UMP aura ce soir un nouveau trésorier, le député de Savoie Dominique Dore, qui remplace donc Éric Woerth. Dominique Dore est passé durant sa carrière professionnelle chez L'Oréal, propriété de Liliane Bettencourt. La disparition d'Alain Corneau, à qui l'on doit des polars, mais aussi des films intimistes, musicaux, comme le magnifique Tous les matins du monde. Le réalisateur, qui était âgé de 67 ans, s'était engagé avec force en faveur de la loi Hadopi, qu'il était venu défendre sur notre plateau. On n'est pas manipulé, on n'est pas les idiots. On se bat pour notre métier depuis des années. C'est pas par hasard qu'on a gardé la production en France, ce qui n'est pas le cas en Europe, 200 films par an. Deuxième chose, hier nous est arrivé un soutien massif de la Directors Guild of America, qui n'est pas manipulé par l'UMP, je ne crois pas. Ils sont massivement pour nous. Ils disent on attend de la France encore une fois un geste qui sera à l'avant-garde de la culture. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais essayer de tordre le cou à une phrase que j'entends répéter ad nauseam. On se battrait soit pour les majors, ce qui est faux. En France, ce ne sont que des PME. Deuxièmement, on se battrait pour avoir plus de droits d'auteur. C'est totalement faux. Le cinéma en France est financé par la chronologie des médias. Si vous la cassez, c'est une construction fragile. À ce moment-là, si vous avez des films qui sont gratuits immédiatement, pourquoi les chaînes produiraient? Pourquoi Canal+ produirait? Pourquoi il y aurait des DVD? Tout s'écroule. Beaucoup d'hommages, bien sûr, politiques cet après-midi depuis l'annonce de cette disparition. Mais la première à réagir à la disparition d'Alain Corneau fut Martine Aubry, qui note que le réalisateur a marqué notre mémoire collective. La suite du 19h tout de suite, séquence décodage, la rentrée politique. Bonsoir Pascal Perrineau. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, le directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Et vous êtes avec nous, bien sûr, pour analyser l'état des forces politiques en cette rentrée. Pour vous, nous sommes en pré-campagne, en vue de 2012. Oui, bien sûr, nous sommes en pré-campagne et c'est lié largement à l'accélération du temps politique dans le quinquennat. Maintenant, avec le quinquennat qui s'est substitué au septennat, nous avons un temps politique extrêmement rapide et quand on a passé la mi-mandat, ce qui est le cas, eh bien, on est rentré dans la préparation de la prochaine échéance. D'autre part, comme vous avez pu le constater, la gauche est en train de peaufiner son dispositif, à la fois les procédures avec les primaires de sélection de son candidat, le casting qui commence à se profiler, reste le programme. On verra ça par la suite. Donc, il était inévitable que face à ce positionnement de la gauche, la droite rentre en campagne. Alors, parlons justement de la situation de Nicolas Sarkozy, qui donc tout l'été, avec certains de ses relais au sein du gouvernement, a investi donc le dossier de la sécurité. Les critiques de ministres comme Bernard Kouchner, qui dit avoir hésité à démissionner avant de se réviser, ou encore du ministre de la Défense, Hervé Morin, fragilise-t-elle le gouvernement dans cette phase-là? Alors, c'est un élément de fragilisation, mais qui vient après bien d'autres. Il faut bien reconnaître que depuis, au fond, un an bientôt, la droite et le gouvernement est rentré dans une période extrêmement difficile, où après le procès Clearstream, on a eu l'affaire Mitterrand, puis après l'affaire Mitterrand, on a eu en effet la candidature du fils du président de la République à l'EHPAD, et puis ensuite, en effet, toute une série de difficultés qui ont entraîné ce trou d'air en termes de popularité du président de la République. Et puis ensuite, pour couronner le tout, l'affaire Woerth-Bettencourt. Et donc, il y avait nécessité pour la droite au pouvoir de sortir de cette phase calamiteuse qui aura duré un an. Pas simplement pour faire diversion. Il fallait que la droite se repositionne sur quelques fondamentaux. Parmi ces fondamentaux, on le sait, il y a la culture, le souci de l'ordre public, et puis se profile tout de même à l'horizon la recomposition du Front National avec Jean-Marie Le Pen qui passe la main à sa fille après la primaire qui aura lieu au sein du Front National entre Bruno Gollnisch et Marine Le Pen. Donc il y avait nécessité là aussi.
de veiller attentivement à ce que les électeurs qui avaient pu être ralliés par Nicolas Sarkozy, les électeurs qui viennent du Front National, ne reviennent pas vers le Front National ou vers l'abstention. Quel est votre commentaire sur François Fillon? Parce que est-ce qu'il réalise le grand écart quand il dit effectivement assumer la politique sécuritaire de son gouvernement et a fortiori du chef de l'État, mais en même temps quand il dénonce les ultras de l'UMP? Alors, de la part du Premier ministre, qui est chef de la majorité, c'est tout de même son rôle sous la Ve République, il faut en effet qu'il respecte toute la diversité de cette majorité. Or, il faut savoir que l'UMP, même unie, recouvre une diversité des droites. La droite est plurielle, autant que la gauche. Elle n'est pas organisée en courant comme la gauche, mais elle est aussi plurielle. Et donc, il faut que le Premier ministre s'adresse à toutes ces sensibilités. Plus que le président? Des démocrates chrétiens. Le président, il est rentré en campagne. On sait très bien que le candidat de l'UMP, c'est Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas un autre. Il n'y en a pas beaucoup d'autres qui peuvent prétendre à cette position. En revanche, pour le Premier ministre, il joue son rôle de chef de la majorité et il cherche en effet à couvrir tout l'arc-en-ciel de la majorité, de la droite jusqu'au centre. Alors, on le sait, l'un des grands soucis de Nicolas Sarkozy, c'est le score que fera peut-être Marine Le Pen en 2012. On a l'impression qu'elle sort renforcée par cette séquence sécuritaire. C'est ce que montre le dernier sondage qui est sorti. Oui, enfin le dernier sondage montre en effet qu'on a une Marine Le Pen de crédibilité, à 13% elle arrive juste derrière le chef de vote. l'État. Oui, sur ce terrain-là. Oui. Mais ça, c'est traditionnel. Le Front National a toujours eu, sur le créneau de la sécurité, de l'immigration, c'est là-dessus, au fond, qu'il est apparu électoralement, il a toujours eu une crédibilité. Donc, on a en effet un Front National qui est toujours dans le paysage. Attendons pour voir si derrière, il y aura une véritable dynamique des électeurs du Front National. C'est trop tôt pour aller dans ce sens. Et sur la gauche maintenant, parlons un petit peu de la gauche après le spectacle de ce week-end à La Rochelle. Est-ce que Martine Aubry a pris pour vous une bonne longueur d'avance? Alors, une longueur d'avance, pas dans les sondages d'opinion, où Dominique Strauss-Kahn reste toujours celui qui est préféré à la fois par l'ensemble des Français, mais même également par les sympathisants socialistes. Mais peu à peu, elle refait son handicap en termes d'opinion par rapport à Dominique Strauss-Kahn. Et comme elle est la première secrétaire des socialistes, et bien sûr, elle contrôle l'appareil, et ça n'est pas rien dans un processus de primaire. De primaire, pour l'instant, de semi-primaire, de primaire plutôt devant l'opinion, devant les sondages, mais qui peu à peu va devenir des primaires réelles devant les électeurs de gauche. Merci Pascal Perrineau. Vous restez avec nous car justement, on va s'intéresser plus avant au Parti socialiste avec le sénateur Richard Yung, pro-DSK, et David Revaud-Dallon, auteur de ce livre terrible dont on parle beaucoup depuis quelques jours, Petit meurtre entre camarades. La Rochelle, on a surtout vu l'Union au cours du week-end, mais aussi Ségolène Royal, présente comme jamais cette année. Pierre Bonde-Joseph. Ségolène, Martine, côte à côte, unité retrouvée oblige, les deux rivales socialistes se devaient d'ouvrir les universités d'été par une accolade. Mais on ne se refait pas au micro, la présidente de la région Poitou-Charentes commence par vanter son bilan avant de pousser son avantage sur les questions de sécurité, des questions qui semblent toujours gêner au Parti socialiste. Et ce n'est pas pour polémiquer que j'ai proposé l'encadrement militaire des délinquants. C'est parce que je crois que c'est bien. On peut en débattre. On peut affiner, on peut expérimenter, on peut compléter, mais en tout cas, ce que nous devons, c'est répondre. À la sortie, personne ne relance la polémique sur l'encadrement militaire des jeunes délinquants. Si par exemple on estime que la gendarmerie, qui est une fonction de sécurité, avait en son sein des professionnels qui étaient volontaires pour mener une action comme cela, alors je pense que ça mériterait d'être regardé. À La Rochelle, cette année, la règle est non écrite, mais l'embellie dans les sondages oblige les socialistes à serrer les rangs, les partisans de Ségolène Royal comme les autres. Je crois que cette génération, elle a compris que la prochaine fois, ça sera la dernière pour eux. Et donc, le sens des responsabilités, l'unité est là. Ce qu'il faut, c'est que ça dure jusqu'à la fin. Ségolène et les producteurs de lait, Ségolène et le MJS. Lorsque l'ex-candidate à l'élection présidentielle décide de jouer collectif, elle le fait savoir et occupe le terrain, allant même jusqu'à nier l'évidence. Il n'y a plus de courant au PS, quoi. Aujourd'hui, non. Voilà. Il n'y a pas de courant. L'eau est calme. Ségolène, on s'arrête là. Fin de soirée, Ségolène Royal réunit ses troupes à bord d'un bateau, le France, tout un programme. À bord, des inconditionnels. Mais cette fois, ils le jurent, ils se rangeront derrière le candidat choisi lors des primaires, si celles-ci, disent-ils, sont menées en toute transparence.
Voilà, deux nouveaux invités nous ont rejoints, donc le sénateur socialiste Richard Yung, bonsoir, et David Revaud-Dallon, journaliste à Libération, pour ce livre « Petit meurtre entre camarades ». Richard Yung, vous signez avec d'autres sénateurs socialistes sur lemonde.fr un appel en faveur de Dominique Strauss-Kahn. Vérité et réformisme, c'est un nouveau courant ? Ce n'est pas un nouveau courant, nous incarnons des idées qui sont connues depuis longtemps. Et nous pensons que le moment est venu de cristalliser un peu ces idées autour d'une candidature qui reste à affirmer. Mais on ne s'occupe pas pour l'instant. Nous laissons à Dominique Strauss-Kahn le soin de choisir le moment où il voudra se déclarer. Mais ça vous l'incitez à le faire. Est-ce que vous l'embarrassez ou est-ce que vous l'aidez avec votre démarche ? Alors certains disent que nous l'embarrassons. Nous ne lui demandons rien. Nous pensons que c'est utile de mener le débat, de commencer à mener le débat dans le parti, et que les militants qui se retrouvent dans ces idées ou même qui sont hostiles à ces idées puissent débattre autour de ces idées-là. Tout cela, bien sûr, Richard Yung, dans l'unité du parti. Voilà, contrairement au titre, c'est la seule chose que je critiquerai dans le livre, c'est le titre. Ah bon, alors l'unité. David Revaud-Dallon, est-ce que La Rochelle est un démenti à votre récit ? Ces petits meurtres entre camarades, c'est terrible. On va prendre quelques extraits dans un instant. J'ai plutôt envie de dire que cette édition de l'université d'été est au mieux un intermède et puis au pire un théâtre d'ombre ou une comédie. Parce qu'on voit quand même que, certes, il n'y a pas eu de petites phrases, de mots assassins, pas de commentaires désobligeants. Plus personne ne va parler devant vous, de toute façon, j'imagine. Hein écoutez, ça dépend. Officiellement ou non, en off ou en on, ça change. Mais je crois que là, on a eu des démonstrations d'unité, des belles photos de famille. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu tous les ténors sur la tribune, et ça, c'était quand même un beau coup. Mais malheureusement, je crois qu'il y a quand même un problème, c'est que la primaire va commencer dans quelques semaines ou dans quelques mois, et que fatalement, la compétition va reprendre, c'est la loi de la politique. Fatalement, Richard Yung, est-ce que vous partagez cette vision ? Alors, d'abord, qu'il y ait compétition, c'est une excellente chose. C'est le principe de base et le principe central de la démocratie. Et si nous avons décidé d'instaurer des primaires qui, je vous rappelle, concernent toutes les personnes qui voudront y participer, c'est-à-dire peut-être 2 millions, peut-être 3 millions, peut-être 4 millions d'électeurs, c'est précisément parce que nous y croyons. David Revaud-Dallon, est-ce que vous avez croisé Martine Aubry ce week-end à La Rochelle ? Oui, je l'ai croisé. Alors, racontez-nous, comment ça s'est passé ? Comment vous dire, pour être sobre, c'était un peu froid. Oui, c'était un peu froid. Alors, donc, vous avez révélé quelle était son... Enfin, elle vous l'a dit d'ailleurs elle-même, hein, son ambition, c'était de se prononcer d'ici la fin de cette année. Mais alors, vous parlez d'elle en termes terribles, hein. Vous dites qu'elle est caractérielle, vous le glissez au passage, David Revaud-Dallon, et puis, alors, vous confirmez qu'elle est d'une méchanceté extraordinaire envers tout le monde, et on se dit, c'est quand même bizarre, parce qu'elle prône la société du care, de l'attention aux autres. Alors, en matière d'attention aux autres, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Je tenais à préciser qu'il me semble avoir été objectif et traité tous les personnages de cette histoire de la même manière. Donc c'est vrai que les extraits sur Martine Aubry ont été repris, mais il y en a pour tout le monde, hein. Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn, François Hollande. En termes de méchanceté, elle a la palme. Hein. Sur Martine Aubry, il est vrai que bon, je révèle certains éléments de sa personnalité, mais qui sont aussi liés à son management politique du parti, à ses relations avec ses camarades, et c'est vrai qu'elle est, on va dire, assez ferme. Question concernant directement, et qui soucie notre invité, DSK pour vous, il ira ou il ira pas ? C'est la grande question, hein, c'est l'inconnu, la grande inconnue. Là, vous racontez quand même des dîners de ses proches, etc. Vous avez des éléments. Absolument. Bon, évidemment, ses proches, ses partisans, et M. Yung ne nous démentira pas, sont évidemment très, très attentifs à ce qu'il fait, très, je dirais, focalisés sur son retour, tentent de préparer le terrain, argumentaire, le scénario du retour. Lui, il n'a pas encore décidé. Il n'a pas encore décidé. Il en a envie et à la fois se pose des questions, et je crois que tout va se jouer dans les prochaines semaines. Pascal Perrineau. Oui, il y a quelque chose d'important dans cette atmosphère, en effet, de saine compétition entre les différents camarades qui sont à la tête du Parti socialiste. C'est le fait que les enquêtes de la rentrée, et en particulier les enquêtes qui ont été publiées dans le Nouvel Observateur, les enquêtes de la Sofres, montrent qu'au-delà de Dominique Strauss-Kahn, maintenant, il y a plusieurs compétiteurs qui peuvent, loin, c'est vrai, de l'échéance, qui pourraient l'emporter. Cela
va aiguiser fortement les appétits. Oui. Parce que Dominique Strauss-Kahn n'est plus seul, au fond, comme il l'était encore il y a quelques semaines ou quelques mois. Et donc, la procédure des primaires est en train, par là même, de changer de contenu. Oui, oui. Et les petits arrangements tiendront peut-être, mais encore peu de temps. Alors, d'où l'importance des amis de Dominique Strauss-Kahn, hein, qui forment, alors vous écrivez, vous avez choisi une expression assez étonnante, David Revaud-Dallon, vous écrivez que ces amis forment un réseau dormant, sorte d'Al-Qaïda strauss-kahnienne. Al-Qaïda. Bon, c'est une sorte de... Bon, c'est une boutade, bien sûr, mais c'est parce que certains de ses amis expliquent qu'il dispose d'une armée de fidèles prête à se lever au moment où, je crois que M. Young, là encore, ne me démentira pas, prête à se lever au cas où l'imam caché, comme on l'appelle, de Washington reviendrait. Et je crois qu'effectivement, le scénario est en place et des appels comme celui que vous venez de lancer le prouvent. D'accord. Alors, à la base, Richard Yung, on sait, et vous le racontez dans le livre, que le FMI devait être une rampe de lancement pour Dominique Strauss-Kahn. Mais est-ce toujours un avantage aujourd'hui? Parce qu'on lit également des critiques très très dures le concernant, puisqu'il incarnerait aujourd'hui plus que l'orthodoxie budgétaire, la rigueur, et on lui reproche même son côté bling-bling parmi les camarades du PS. Bon, le caractère bling-bling, je laisse. Par contre, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de critiques. Certaines, nous pouvons en débattre. D'autres sont de mauvaise foi sur le fait qu'il affame le peuple grec ou qu'il a amené la ruine dans certains pays africains. Je crois que c'est très excessif, que ça ne correspond pas à la politique qu'il défend. Il a cherché, je ne vais pas tout développer, mais il a cherché à ouvrir le FMI au peuple, au pays en voie d'émergence, aux pays africains. Il a demandé une répartition nouvelle du capital. Il a obtenu une augmentation énorme des moyens du FMI qui sont mis à la disposition des États. Je crois que c'est précisément ce débat-là et d'autres débats que nous voudrions mener pour clarifier les données du débat. Voilà. Quand est-ce que ce débat devrait intervenir pour vous? Vous le réclamez? Nous souhaitons le faire le plus tôt possible. Ça suppose un départ de DSK de Washington. Ah oui, je crois que ça c'est assez clair. S'il veut se lancer dans la bataille et dans le débat, il devra remettre sa démission et je comprends que pour lui c'est un choix cornélien. C'est un dilemme. Pascal Parino. Il faut savoir, si vous voulez, que les positions de rigueur économique que l'on associe à un président du FMI, d'ailleurs quel qu'il soit, mais donc aussi à Strauss-Kahn, ne sont plus aujourd'hui complètement en décalage avec l'opinion. Quand vous regardez les enquêtes sur les électorats aujourd'hui, le thème de la dette publique, les préoccupations autour de la dette publique ne touchent pas simplement les électeurs de droite, mais maintenant, de manière assez massive, aussi les électeurs de gauche. Et il se peut très bien que ce thème devienne peu à peu un des thèmes centraux de la présidentielle de 2002. C'est votre espoir? Oui, je pense que vous avez raison. Il y a un débat économique, sur la gouvernance économique qui est trans-sensibilité et qui avance. Si je puis me permettre une observation sur le livre que j'ai lu et que moi je trouvais, bon, parfois un peu la dent un peu dure dans les descriptions, mais dans la chronologie, dans ce que vous rapportez de l'histoire du parti depuis le congrès de Reims jusqu'à maintenant, j'ai trouvé qu'au fond c'était assez proche de ce que moi je sais. Par contre, l'observation que je ferai, c'est que vous vous êtes cantonné, vous vous êtes centré sur les 4 candidats possibles. Mais le Parti socialiste est une mécanique beaucoup plus compliquée que ça. Bien sûr que les écuries présidentielles sont importantes, mais il y a aussi les grands élus de province qui comptent beaucoup. Il y a aussi les autres élus d'ailleurs qui comptent aussi. Il y a les courants de pensée qui ne sont pas nécessairement totalement croisés avec les écuries présidentielles. Il y a les intellectuels. Enfin, c'est un sujet inépuisable. C'est une mécanique compliquée. Mais il n'abandonne pas le sujet. Peut-être ça donnera d'autres livres. Il n'abandonne pas le sujet socialiste, n'est-ce pas, David Revaud-Dallon? Restez avec nous, messieurs.
pour la dernière page du 19h consacrée ce soir à l'offensive contre les Roms. Près d'1 millier de ressortissants roumains et bulgares ont été reconduits entre la fin juillet et la mi-août dans leur pays. La grande majorité, de manière volontaire, ont précisé tout à l'heure les ministres de l'Intérieur et de l'Immigration. Les expulsions, en tout cas, vont se poursuivre avec comme priorité les auteurs de vols, ceux qui se livrent à une mendicité agressive ou qui représentent une charge déraisonnable pour notre système d'assistance sociale. Selon les mots du ministre de l'Immigration, d'ailleurs, des amendements seront ajoutés au projet de loi que va présenter Éric Besson, tandis que Brice Hortefeux, tout à l'heure également, a annoncé une hausse de plus de 250% de la délinquance roumaine en 18 mois à Paris. Avec nous, André Gachet, bonsoir. Vous êtes le président de l'Association pour l'insertion sociale par le logement et membre du collectif Rome Europe. D'abord, comment est-ce que vous réagissez à ces nouvelles annonces ministérielles? Il n'y a rien de bien nouveau. Le trouble à l'ordre public, la charge déraisonnable, tout ça, ça existe déjà dans les textes. Il n'y a rien de nouveau. Et c'est peut-être ça qui est dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté d'une réalité qui nous est présentée d'une manière, oui, qui... Ce qui semble nouveau, c'est la délinquance roumaine. Si on regarde les chiffres de Brice Hortefeux, une explosion à Paris notamment. Comment commenter des chiffres sur lesquels on n'a pas grand-chose, sinon il y a 138, 256% d'augmentation. Qu'est-ce que c'est que cette délinquance? Qu'est-ce qu'elle représente effectivement? De quoi parlons-nous? Lorsque nous parlons de camps, moi je suis très très étonné qu'on parle de camps et de campements. Pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas les choses par leur nom? Ces lieux sont des lieux où il y a de l'autoconstruction, des caravanes qui ne sont plus roulantes, des épaves. Ça s'appelle des bidonvilles, tout simplement. C'est-à-dire ces endroits où, aux portes de la cité, vivent ceux qui n'y rentrent pas, ceux qui en sont exclus. Ce sont des zones de non-droit. Ce sont des zones qui ne sont pas administrées. Et le problème est là. Ce qui me gêne dans les déclarations, ce qui nous gêne globalement dans les déclarations qui sont faites aujourd'hui, c'est que on ne parle pas d'administrer cette situation. On dit simplement... Il y a un problème, mettons-le ailleurs, renvoyons les gens chez eux, nous n'aurons plus de problème. C'est quand même pas tout à fait ça. Quand le ministre dit que les Roms choisissent prioritairement la France en raison de leur excellent système d'assistance sociale, vous confirmez ou vous infirmez? C'est le discours qu'on entend dans tous les pays. Dans tous les pays. C'est le discours qu'on entend dans toutes les villes qui disent toutes, c'est moi qui reçois toute la misère du monde. Il me semble que c'est un peu dommage d'en rester là, encore une fois. La question aujourd'hui de ces installations précaires, de ce public qui passe aux portes de nos cités et qui n'arrive pas à y rentrer, cette question-là est une question qui ne doit pas être laissée uniquement sous l'angle de la sécurité publique. Il faut une véritable approche interministérielle. Nous avons des problèmes d'hébergement et de logement qui sont posés. Aujourd'hui, nous avons une direction interministérielle hébergement-logement qui n'est pas impliquée dans ce dossier et c'est dommage. Est-ce que vous diriez quand même que c'est d'abord au gouvernement roumain de régler le problème? Parce que toutes les municipalités, de droite comme de gauche, sont confrontées à l'implantation de ces camps. Si nous voulons une véritable approche européenne de ces questions, il ne faut pas que ce soit des incantations. Et il ne faut pas penser que l'approche européenne, elle est réservée aux pays d'origine. L'approche européenne, ce sera quelque chose de conjoint, qui partira d'abord de la connaissance des situations, de la connaissance des personnes, des potentialités, des risques et de tout le reste, avec à la fois une réflexion sur ces migrations, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les gère, une réflexion sur la coopération décentralisée, les possibilités qu'elle ouvre, pourquoi pas, mais ça partira d'abord, et j'insiste là-dessus, sur le fait que nous travaillerons ici, sous un angle qui n'est pas uniquement celui de l'ordre public. Oui, il est nécessaire, mais il n'est pas suffisant, mais aussi celui de l'intégration. Mais bien Dernière entendu. question, est-ce que vous êtes choqué par la comparaison entre le sort des Juifs et celui des Roms? Je ne suis pas choqué totalement par cette comparaison. Mais... il y a une histoire tout de même. C'est cette approche d'une communauté, les Roms, qui sont quand même stigmatisés. Alors évidemment, on n'envoie pas les gens vers les camps de la mort. Mais il y a quand même cette approche stigmatisante d'une catégorie de population qui n'a rien à voir avec l'égalité républicaine, qui n'a rien à voir... Ni avec la déportation des Juifs. Ni avec la déportation des Juifs, on est d'accord.
André Gachet, merci d'être venu nous voir ce soir. Question de notre partenaire le nouvelobs.com. Approuvez-vous la politique d'expulsion du gouvernement? Oui, 43%, non, 54%, plus de 600 votants. Notons que les sondages montrent une majorité de Français favorables à ces reconduites à la frontière. À suivre, bien sûr, le programme de LCP-AN avec le jeu À nous la République. Et puis à 22 h, le nouveau journal de Public Sénat avec Sonia Mabrouk qui notamment recevra Marc-Philippe Daubresse, le ministre de la Jeunesse et des Solidarités Actives. Bonsoir, à demain.